and gentlemen, you're welcome to this midday Balogun newscast over For You television. The first part is going to be the French language with you for Noir. Bon après-midi. Good day, Dix Nabissé, mesdames, messieurs, bienvenue à cette session d'information de la mi-journée sur les antennes de For You télévision. On met le cap entre Paris et Alger. Visite d'Emmanuel Macron sous le signe d'une refondation entre les deux capitales. Le président français sera en Algérie ce jeudi 25 août pour une visite officielle. Cette visite, la deuxième d'Emmanuel Macron en Algérie depuis son élection en 2017, vise à poser un socle pour refonder, développer la relation entre Paris et Alger, a insisté la présidence française. À son arrivée à l'aéroport à 15 h, le président français sera accueilli par son homologue Abdelmadi de Tebboune. Les deux présidents se rendront ensuite au monument des martyrs Riyad El Fayt, au lieu de la mémoire algérienne de la guerre d'indépendance 1954-1962, face à la France avant un tête-à-tête et un dîner au palais présidentiel. Auparavant, les deux présidents doivent s'exprimer à 19 h 15. Les échanges avec des jeunes Algériens sont aussi à l'agenda du président, déterminé à orienter cette visite vers la jeunesse et l'avenir. Le président français voyagera accompagné d'une délégation de 90 personnes comptant 7 ministres dont Bruno Le Maire, de l'économie, Gérard Darmanin, de l'intérieur, Catherine Colonna, des affaires étrangères, des parlementaires, des patrons de grands groupes, Xavier Niel pour l'IAD, Catherine MacGregor pour Andy, Rodolphe Sadé pour l'armateur, CMA, CGM ou encore Sarah Ouramoun, vice-championne olympique de boxe à Rio. Parlons de la République centrafricaine avec la Russie qui tient des relations de coopération. La Fédération de Russie vient de doter les FACA d'avions de chasse. La coopération bilatérale entre le Kremlin et Bangui vient donc de prendre un coup. Cette fédération a doté aux armées, forces armées centrafricaines de nouvelles appareils d'avions de chasse qui leur permettront donc d'assurer une couverture militaire aux forces qui seront sous le sol dans les différentes missions de commandement. Ceci s'est tenu en présence notamment du chef d'État centrafricain, son Excellence Faustin Archange Touadéra, ainsi que de hauts responsables militaires. Ces avions sont de type Aero L-39 Albatros. Plus de détails dans ce reportage. C'est certainement une nouvelle ère qui commence pour les FACA. Les forces armées centrafricaines viennent d'être dotées d'un important don matériel traduit en équipement militaire par la Russie. Des avions de chasse, les tout premiers dont l'objectif sera de soutenir les forces militaires au sol durant les différentes missions de combat et d'assurer la couverture aérienne. Pour y arriver, il aura fallu l'abnégation et un combat mené sur tous les fronts par l'élite centrafricaine. Entre autres, l'accord militaire signé avec la Fédération de Russie par le président Faustin Archange Touadéra en 2019. La Russie, grand partenaire de la République centrafricaine, n'a pas et ne ménage aucun effort pour soutenir et accompagner tant qu'il est possible le pays dans ses différents chantiers vers le développement. Symbole réel de la coopération entre la Fédération de Russie et la République centrafricaine, le Kremlin n'étant pas son premier geste après la dotation en 2020-2021 de blindés et la mise à disposition des instructeurs paramilitaires pour une formation des FACA. Notons qu'après plusieurs années de blocage par un embargo imposé par l'ONU sur les armes à destination de la RCA, le pays vient d'en sortir grâce à une maestria diplomatique et un combat très ardu mené par le ministre des Affaires étrangères et un travail profond fait sur la réforme de la défense nationale exécuté par le ministre Rameau Claude Biro, l'un des principaux artificiers. Cette nouvelle venue au sein des FACA marque ainsi leur début dans l'aviation militaire, soulignant que bien avant l'acquisition de ces aéronefs, le gouvernement centrafricain a fait notification à l'ONU avant leur arrivée à Bangui. Des types Aero L-39 Albatros, ces avions sont les premières d'une série en attendant d'autres. La présentation a été faite en fin de matinée du 23 août 2022 en présence du chef de l'État et les responsables militaires russes accrédités à Bangui au camp de l'armée de l'air à l'aéroport de Bangui-Mpoko. Parlons encore de coopération, cette fois-ci entre le Mali et l'Iran dans la lutte contre le djihadisme. Bamako peut compter sur Téhéran. L'Iran s'est engagé à développer sa coopération dans la lutte contre le djihadisme et le terrorisme avec le Mali, a annoncé mardi le diplomate iranien Dr Hossein Amir Abdollahian en visite du côté du Mali. Faute d'édit, plus d'éléments. Outre le soutien de la Russie au Mali, dans la lutte contre le terrorisme qui se matérialise
à travers la livraison d'armes et d'aéronefs de combat, Bamako peut aussi et désormais compter sur l'Iran. Réchauffée il y a quelques mois, la coopération bilatérale entre Bamako et Téhéran se raffermit davantage plus. En visite au Mali, le chef de la diplomatie iranienne, Dr Hossein Ami Abdollahian, a eu un tête-à-tête avec le président malien Assimi Goïta. C'était le mardi 23 août 2022. Les échanges ont surtout porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans divers domaines. Et donc, à la sortie d'audience, le diplomate iranien a confié avoir fait à son hôte un compte-rendu des activités de la commission mixte de coopération entre la République du Mali et la République islamique d'Iran. Au menu des échanges aussi, le renforcement de la coopération entre les deux pays dans les domaines scientifiques, technologiques, agricoles et économiques. À la suite de cette rencontre, les deux pays entendent également développer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. Les échanges entre les deux pays vont s'accentuer, a déclaré le diplomate iranien, avant de préciser qu'il sera procédé dans les plus brefs délais au transfert de technologies au Mali. Parlons de l'Angola, les élections présidentielles, l'alternance politique au menu. Des milliers d'électeurs se sont rendus dans les différents bureaux de vote le mardi 24 août afin d'élire le prochain président angolais. La bataille se déroule donc pour prendre le fauteuil entre le président sortant João Lourenço, candidat de l'UNITAD, Alberto da Costa Jr., qui depuis quelques mois a réussi à captiver l'attention de la jeunesse qui vise donc et rêve d'une alternance politique. Bégoudé. Ce 24 août, jour d'élection sur le territoire angolais. Aux urnes, 14 millions d'électeurs étaient attendus aussi bien pour élire des députés que choisir le prochain président de la République. En lice, une coalition et 7 formations politiques. Quant au fauteuil présidentiel, le Mouvement pour la libération de l'Angola et l'UNITA, Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, sont en chien de faïence. Adalberto Costa Jr., candidat de l'UNITA, âgé de 60 ans, et se positionne comme celui qui ouvrira le champ à l'alternance politique, mais aussi il est considéré comme un espoir pour la jeunesse. Il est à la tête du parti depuis 4 ans. Face à lui, le président sortant João Lourenço, successeur de Josué Eduardo dos Santos, qui traîne le lourd tribut du parti au pouvoir depuis une quarantaine d'années, mais aussi un maigre bilan d'avancées économiques et sa lutte contre la corruption, son cheval de bataille. Ce scrutin est une bonne occasion pour son peuple d'interroger les mesures prises contre la corruption durant son quinquennat. L'on note près de 700 poursuites pour délits financiers, un retrait de 10 millions d'euros détournés. Le pays a d'ailleurs perdu 31 places dans un classement des 50 pays les plus corrompus du monde depuis son accession au pouvoir, celui réalisé par l'association Transparency International. La lutte de João Lourenço avait commencé par la traque des fonds pillés chez son prédécesseur et sa famille. Le président sortant se cramponne sur ses réalisations pour briguer un nouveau mandat et continuer sa lutte et ses projets sociaux. Pendant ce temps, une bonne partie de la population angolaise, elle, languit après une alternance politique, grandement dessinée par le candidat qui est considéré comme une figure de poids de l'opposition, en ce qu'il a réussi à rallier de nombreux partis politiques, tels la coalition Casa-CE. Son programme est basé sur une politique libérale et pro-entreprise, et il mise sur la refonte pour mieux développer le pays et permettre aux jeunes de s'insérer dans le monde de l'emploi. Le 109 aura-t-il gain de cause au sorti de ce scrutin? L'avenir nous le dira. Sommet Japon-Afrique, parlons des enjeux de la TICAD 8. La Tunisie abritera les 27 et 28 prochains la 8e édition de la TICAD, le forum réunissant les dirigeants africains et leurs partenaires internationaux, favorisant un développement durable en Afrique. Au menu, les thèmes de la paix, de la société, de la relance du Covid-19 en Afrique. Au rang des personnalités donc présentes, figurant en bonne place le président
centrafricain Faustin Archange Touadéra qui certainement présentera l'offre monétaire de la Centrafrique, le Sango Coin. Plus d'éléments dans ce reportage. Annoncé par le gouvernement japonais en février dernier, la Tunisie va abriter du 27 au 28 août 2022 la 8e édition du TICAD, un forum rendez-vous qui, depuis sa création en 1993, réunit les dirigeants africains et leurs partenaires internationaux pour favoriser un développement durable en Afrique. À cet effet, guidé par le double principe de l'appropriation africaine et le partenariat international, cette 8e édition de la TICAD va se concentrer sur les thèmes de la paix, de la société et de l'économie dans le contexte de la relance du Covid-19 sur le continent africain. Comme il est de coutume, lors de la tenue de la TICAD, la conférence de cette année va mettre en relief la promotion du dialogue et de l'action collective en matière de développement de l'Afrique sous la direction des pays d'Afrique avec le soutien de la communauté internationale et en fonction de leur propre vision du développement durable et des priorités de leurs citoyens et communautés. Pays hôte de la TICAD, le gouvernement tunisien devra accueillir un rassemblement de dirigeants de tous les pays du continent africain ainsi que des représentants de l'Union africaine, des Nations unies, de la Banque mondiale, du gouvernement japonais et les organisations du secteur privé et de la société civile pour discuter des opportunités et des défis de développement auxquels les pays africains sont confrontés. Parmi les personnalités et les dirigeants africains qui prendront part à ce rendez-vous, va figurer en bonne place le président Faustin Archange Touadéra, le numéro 1 centrafricain, premier ambassadeur de son pays. Outre les objectifs de cette rencontre, profitera certainement pour présenter et vendre l'offre monétaire numérique centrafricaine, le Sango Coin, ainsi que la destination et le potentiel de la RCA afin davantage d'y attirer des investisseurs. En République démocratique du Congo, on parle de nouveaux cas d'Ebola détectés. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a confirmé un nouveau cas de maladie à virus à Ebola dans l'est du pays, sur lequel les autorités sanitaires enquêtent depuis la semaine dernière. Il s'agit en effet de l'échantillon prélevé sur la patiente, une femme de 46 ans, est décédée le 15 août dans l'aire de santé de Béni. Prenons plus de précisions dans ce reportage que nous suivons. Alors que lundi, l'Institut national de la recherche biomédicale de Goma a confirmé qu'une femme âgée de 46 ans avait perdu la vie de suite de virus d'Ebola, le Bureau régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'une enquête était donc en cours sur ce cas suspect, enregistré moins de 2 mois seulement après la fin officielle de la 14e épidémie d'Ebola, survenue en République démocratique du Congo depuis 1976, et qui avait fait dans l'ouest du pays 5 morts en seulement 2 mois. Depuis lundi dernier, les structures sanitaires du nord de Kivu travaillent d'arrache-pied et sont en veille pour identifier les différents cas ayant été en contact avec les 180 personnes déjà identifiées. Toutes les commissions sont déjà activées. Nous voulons ici parler de la surveillance épidémiologique qui a commencé par les alertes qui doivent être investiguées jusqu'à l'acheminement, l'isolement à l'hôpital pour la précision diagnostique. La maladie à virus Ebola est très souvent mortelle, mais des vaccins et traitements existent maintenant contre cette fièvre hémorragique qui se transmet à l'homme par des animaux infectés. La transmission humaine se fait par des liquides corporels avec pour principaux symptômes des fièvres, vomissements, saignements, diarrhée. Cependant, il faut aussi prévenir la maladie en limitant le nombre de contagions et des rassemblements. On va faire une barrière pour les zones qui ne sont pas encore atteintes. On va utiliser les différents types de vaccins selon la stratégie adoptée. Ça va être soit Johnson ou bien alors RVBO qui a vient d'être homologué, que nous avons utilisé au cours de la dernière épidémie ici, la zone de santé de Béni. Malgré les difficultés rencontrées, le gouvernement assure et rassure néanmoins que cette épidémie sera bientôt sous contrôle. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette partie du journal en langue française. The second segment with you in English language, Dixon Abesse. Bon après-midi une fois de plus. Good day once more, ladies and gentlemen. We kick off with Angola, of course, with after elections where provincial results on Thursday. Ballot counting in Angola's elections have revealed the ruling party MPLA, in power for nearly 5 decades, holds a strong lead over the main opposition UNITA, which said the initial outcome was not reliable. With 33% of the votes counted, the National Electoral Commission
the CNE said the first provincial results show the People's Movement for the Liberation of Angola, the MPLA party led since 2017 by President Joao Lourenço, garnered 60.65% of the vote. For the first time since the country allowed multi-party vote, those under 25 were allowed to take part in the elections. And according to Abdel Chivukakuvu, UNITA's vice presidential candidate, during the news conference, the results were not reliable and the party would publish its own based on a parallel vote count using same data as the CNE. We now move from that part of the country to take you to the Democratic Republic of Congo, where the United Nations peacekeeping mission in the country, MONUSCO, has evacuated its base in the eastern town of Butembo. Local civil society actors have expressed dissatisfaction to the population for their mobilization, of course, to demand the unconditional withdrawal of this contingent. The details are with you, Mwanzi Joyogo. The nation's peacekeeping force in the Democratic Republic of Congo, MONUSCO, is evacuating its base in the eastern town of Butembo. Anger has been fueled by perceptions that MONUSCO is failing to do enough to stop decades of armed conflict in the country. Local civil society actors say they feel a sense of satisfaction and congratulate the population who mobilize as one to demand the unconditional withdrawal of these contingents. It is a feeling of satisfaction, and here we congratulate the whole population who mobilized as one to demand the unconditional withdrawal. We would like them, MONUSCO, to withdraw from Beni territory as well as from Lubero territory. And why not from North Kivu in general, as we have indicated in the 4 civil society coordinations of the North. Overall, 32 demonstrators and 4 UN peacekeepers died over the course of a week-long disturbance, according to a Congolese toll. However, MONUSCO has insisted that it was not leaving Butembo, but momentarily suspending its operations. According to the force acting spokesman Deye Kadi, the temporary redeployment has taken effect and no personnel, either civilian or military of the force, is still in Butembo. MONUSCO became a full peacekeeping mission in 2010 with a mandate to conduct offensive operations. Thank you, Mwanze Joyogo, for that report. Of course, we now talk bilateral relations in Sudan, where John Godfrey, first U.S. ambassador to Sudan in 25 years, arrived in Khartoum on Wednesday with hopes that he would support a democratic transition and enhance bilateral relations. In a statement released after his arrival, the U.S. embassy described Ambassador Godfrey as a senior representative of the U.S. government. The statement added that he will work to strengthen relations between the American and Sudanese people and to support their aspirations to freedom, peace, justice, and the transition to democracy. The embassy stressed that the diplomat looks forward to advancing priorities related to peace and security development and food insecurity in the country. Away from that, we now talk Zimbabwe, in the southern part of the African continent, where Zimbabwe's electoral body is on a collision course, of course, to gazetting or with opposition parties following the gazetting of nomination fees for aspiring candidates for the upcoming 2023 general elections. The details are with you, Takewana. The news from the Zimbabwe Electoral Commission through statutory instrument 143 of 2022 gazetting nomination fees for aspiring candidates for the 2023 general elections has not been gladly received by leaders of the political class who fear this would result to lesser or fewer candidates in the race. It must be free. If you want to vote, you don't pay money to vote. If you want to stand for office, you shouldn't pay money to stand for office. Everything must be determined by the wishes of the people. And the requirement that has been put now, looking at the figures, means that only those who are rich,
would be able to stand in for political office. It means that many of our people, imagine the women that are supposed to be part of the gender equality processes, how many women, marginalized people are going to be able to raise those fees? They will have to find some funder for them to stand as candidates. How many young people are able to afford those fees when we encourage people to stand for office? And so it means that the democratic processes are going to be restricted to those that have the resources. According to officials of the Electoral Commission, they are acting in line with the laws of the land. I think they should also revisit the previous gazettes. You will see that the Commission has got that role to do that according to the Constitution of the Land and the Electoral Act. So we're not really doing something that is outside our mandate. We're doing what is inside our mandate, what we're allowed to do by the law of the land. That's the reason why we've done the gazette. We make recommendations through the Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, and when approved, then they are gazetted as statutory instruments. So if people feel that there's an issue there, I'm not so sure exactly what issue is. Is it a legal issue? Is it a perception? What issue is it? But if it's legal, we are here to tell you that elections are more legal than logical. So we've done our homework and we are the administrators of the election. Presidential candidates will thus have to cough out $20,000 up from $1,000 to qualify to stand, while those seeking contest for parliamentary seat will each part with $1,000 up from $50 previously. For now, we've been doing pre-delimitation activities that include one of the major activities, which is cleaning the voters' roll, because the formula for delimitation is in the Constitution and is actually dependent on the voters' roll that we're going to be using. So when we're done with that, we're also conducting technical training, because remember, there are a lot of issues to do with the locations, the maps that are there. These are some of the activities the Commission is doing, but we look forward to submitting this report by December to ensure that these new boundaries, if accepted by Parliament and the executive, they can be proclaimed to be used for 2023 harmonized election. Others like the ZANUF, PF Party and the opposition MDC Alliance, however, feel the new charges are justified and would screen out opportunists and potential time wasters. Away from pre-elections preparations in Zimbabwe, we now take you to talk about French President Emmanuel Macron's visit to Algeria, where he is on a 3-day trip to the country that begins, of course, today, Thursday, August 25th, with hopes he would end a diplomatic role and create a fertile ground to develop his relationship with young Algerians, but the North African country's leader may prove hard to win over. According to sources, President Abdelaziz Tebboune is interested in solid investment commitment, and for Macron to atone for comments he made last year regarding the country's history and its ruling elites. For France, better relations with its former colony are growing more important as a result of energy shortage which stemmed from Russia's invasion of Ukraine, hence rising demand for the North African gas. Algeria, meanwhile, wants to take advantage of high energy prices to secure big contracts and investment projects, as it has already done with Italy and Turkey, locking in revenues that would help it ride out any lineage in future. To wrap up this, we now talk of famine on the African continent, where at least 22 million Africans, humanitarian experts say, have warned the risks of famine by September 2022, especially in the Horn of Africa. This, they say, is as a result of 4 years of consecutive drought period the continent is facing. Details with you, Futso. In a statement issued on August 19, 2022, the World Food Programme Regional Office in Nairobi said the program has decided to increase the volume of aid to the Horn of Africa, where threat levels by famine have increased in a context of successive droughts. Since the beginning of the year, 9 million additional people have fallen into acute food insecurity, particularly in Ethiopia, Kenya and Somalia, raising the specter of famine for 22 million people, according to the press release. More than 7 million people, or about half of the region's population, are acutely food insecure, and 230,000 are already facing near-famine condition, said David Beasley, Executive Director of the World Food Programme, during his visit to Somalia on August 18. The World Food Programme statement predicts continued drought in the Horn of Africa for the next few months,
with a poor rainy season expected later this year. The same source indicates that the United Nations program has focused all its available funds, including emergency funding for the Office of Humanitarian Head of the United States Agency for International Development, on scaling up life-saving assistance in areas most affected by drought. According to the same press release, drought now threatens 8.5 million people in the Horn of Africa, up from the 6.3 million people recorded at the start of this year. It is with that report on humanitarian crisis that we draw down the curtains of the second segment of this midday bilingual newscast with me, Jix Nabuse, in the English language. The second part, of course, with you. Mesdames, Messieurs, nous mettons un terme à ce rendez-vous de l'information. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute des programmes de For You Télévision.